Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Hélène Bier reçoit Pascal Durand. Bonjour Pascal Durand, vous êtes eurodéputé français au Parlement européen et dans une vie antérieure, vous exerciez comme avocat. Quel rapprochement faites-vous entre votre ancienne profession et votre activité actuelle ? Quelle convergence voyez-vous entre le métier d'avocat et le mandat d'eurodéputé ? Alors la convergence, elle n'est pas évidente, c'est la complémentarité qui est évidente. C'est-à-dire que passer de je demande l'application des lois, j'essaye, comme tous les avocats, d'expliquer qu'effectivement l'interprétation qu'on fait de la loi et de la jurisprudence est la meilleure et qu'en face ils racontent n'importe quoi. Donc on essaye d'expliquer la loi. Et là, on la crée, on la pense, on rencontre tous les groupes d'intérêt, quels qu'ils soient, qui essayent de vous faire bouger sur votre position. Donc c'est passionnant et ça donne évidemment une autre vision. Et si un jour je dois remettre la robe et à nouveau plaider, évidemment je ne le ferai plus de la même manière parce qu'on a une autre vision de la construction de la loi. Plus d'une vingtaine de commissions parlementaires se réunissent dans le cadre du Parlement européen. Parmi elles, la commission des affaires juridiques, dont vous êtes membre. Et donc au sein de cette commission qu'on appelle jury, quels sont les principaux sujets d'actualité pour lesquels vous avez choisi de vous impliquer plus particulièrement ? Alors, moi, j'ai clairement décidé dans ce mandat d'essayer de me concentrer sur les questions autour du droit des sociétés et notamment la révision de la directive extra-financière et sur le devoir de vigilance, qui sont deux sujets très très importants qui placent l'économie et les entreprises européennes au cœur du XXIe siècle et des nouveaux enjeux climatiques, environnementaux, sociaux, de droits humains. Et donc c'est pour moi deux sujets absolument majeurs. Et donc je me suis concentré, alors pas exclusivement, mais essentiellement sur ces deux sujets-là, dont l'un des deux pour lequel j'ai eu la joie et l'honneur d'être rapporteur pour le Parlement. On va effectivement l'aborder ensuite. Quelles sont les actualités principales de cette commission jury ? Outre donc ce que je viens de dire sur le droit des sociétés et l'évolution du droit des sociétés européen, il y a tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. On l'a en matière judiciaire pure, avec les e-évidences, etc., qui est un point très important. Mais au-delà du pur judiciaire, on a vraiment toute la question de la nouvelle responsabilité, tout ce qui tourne autour de la digitalisation. Quand on voit les voitures autonomes, quand on voit tous ces sujets-là, sont des sujets passionnants pour les juristes, dangereux aussi pour la société, parce que pour les libertés publiques, il y a énormément de risques, il y a plein d'opportunités. De toute façon, c'est un monde qui bouge et on va pas l'empêcher. En revanche, il faut bien l'encadrer et réfléchir. Et c'est des questions notamment d'assurance et de responsabilité que les juristes doivent se poser en partant quasiment de zéro, parce que on n'est plus du tout dans l'intentionnel. On est vraiment dans un autre domaine. Et il faut qu'on repense ça. Donc ça fait partie des sujets absolument majeurs, ça et l'Europe de la justice. Vous êtes également membre de la commission des affaires constitutionnelles qui traite pour sa part d'aspects plutôt institutionnels et procéduraux qui peuvent sembler, disons, un peu abstraits ou éloignés des préoccupations des citoyens. Donc, finalement, de quoi traitez-vous concrètement au sein de cette commission AFCO et à nouveau, quels sont les enjeux actuels de cette commission ? Écoutez, détrompez-vous, c'est une des commissions qui est le plus en lien avec les actualités européennes parce que les affaires constitutionnelles, c'est tout ce qui touche au fonctionnement de l'Union, toutes les règles de fonctionnement de l'Union. Et donc, puisqu'on n'a pas de constitution, mais on a des textes et des traités. Donc, par exemple, la question des décisions à l'unanimité, c'est une question majeure. Est-ce qu'on peut décider d'envoyer des armes ? Est-ce qu'on peut décider de définir des règles sanitaires en cas de
de crise sanitaire comme on l'a eu, comment on gère la question des migrations, de Dublin, enfin, il y a énormément de sujets, j'allais dire même la quasi-totalité des sujets, tout ce qui touche au droit fiscal, à la capacité ou pas d'avoir une imposition européenne des ressources propres. Tout ça passe par la Commission des affaires constitutionnelles. Donc c'est vraiment l'actualité de l'Europe. C'est une commission passionnante où on essaye de faire bouger les lignes et de faire en sorte que l'Europe ne soit pas figée. Parce que quand l'Europe est critiquée, on a souvent tendance à dire que ce qui existait doit exister dans le futur. Non, on peut le faire bouger, on peut le faire évoluer. C'est une démocratie vivante, en construction, hein, il y a plein de choses à améliorer. Mais voilà, c'est ça, les affaires constitutionnelles, c'est vraiment, comme la commission jury, hein, c'est une commission passionnante. Et vous l'évoquiez un peu plus tôt dans le cadre de la commission des affaires juridiques, vous avez été rapporteur sur la question du reporting extra-financier. Alors, comme ça peut paraître un peu ésotérique, je précise qu'il s'agit de demander aux entreprises, au-delà de leur bilan purement comptable et financier, de communiquer sur les implications sociales, environnementales et sociétales de leurs activités. Donc, votre rapport à ce sujet vient d'être adopté. Quelles sont vos principales recommandations ? Alors, il y a eu le rapport et maintenant il y a le texte législatif, hein, puisqu'on est rentré dans la phase législative et on est donc en discussion en trilogue avec le Conseil, puisque nous sommes co-législateurs avec le Conseil qui représente les États membres. Donc les éléments essentiels, c'est effectivement d'avoir des informations pour les grandes entreprises. On est au-delà de 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires. Enfin, donc on est sur des entreprises de taille raisonnable, importante. C'est d'avoir des informations sur non seulement, j'allais dire, les risques que elles ont par rapport aux questions environnementales, de pollution, etc. Parce qu'il y a aussi le réchauffement climatique, le dérèglement, tout ça. Donc il y a des risques pour l'entreprise. Et les investisseurs, les actionnaires ont besoin de pouvoir appréhender ces risques. Donc il faut qu'ils soient déclarés, provisionnés, le cas échéant. Donc on voit bien le lien entre l'extra-financier et le financier. Et il y a également tout ce que l'entreprise peut éventuellement engendrer comme préjudice, comme dommage, à la fois sur les questions environnementales, la pollution dans les activités par exemple de minerais, textiles, déforestation bien sûr, et en droit humain. Est-ce que des vêtements sont fabriqués par des enfants, par des travailleurs forcés ? Est-ce qu'il y a utilisation d'esclaves à l'autre bout de la planète et sur des produits qui sont importés ? Ce sont des sujets absolument majeurs. Les ONG, les citoyens, les consommateurs veulent savoir comment ça se passe, comment on produit, comment on importe. Et donc, ces déclarations, là on est uniquement dans le déclaratif, hein, sur l'extra-financier, ce sont des déclarations, mais on fait en sorte que des contrôleurs, l'équivalent des commissaires aux comptes, et parfois les commissaires aux comptes, puisqu'ils auront la capacité de le faire, vont certifier l'extra-financier de manière à le rendre aussi crédible, aussi solide, aussi sérieux et aussi transparent que les déclarations bilancielles et financières. Juste pour clarifier pour nos auditeurs, comment s'articule en fait votre rapport sur le reporting extra-financier et la proposition directive de la Commission européenne sur le devoir de vigilance et la responsabilité juridique des entreprises en matière de durabilité. Quels sont leurs champs d'application respectifs ? Comment est-ce que ça s'articule ? Est-ce que les champs étaient exactement symétriques ? Il y a eu cette initiative du Parlement et puis maintenant cette proposition fin février de la Commission. Comment ça s'articule ? Alors si tout était symétrique et juste en copier-coller, ça serait trop simple et trop beau pour que ça soit de la législation européenne. Donc évidemment, il n'y a pas exactement le même champ. Par exemple, je parlais tout à l'heure sur le reporting extra-financier, on est aux entreprises, enfin en l'état, hein, la proposition, c'est plus de 250 salariés. Sur la proposition de directive qui arrive maintenant en commission jury au Parlement, on est sur plus de 500. Donc, c'est pas exactement le même champ. Si je devais vraiment simplifier ou aller sur à la SERP, sur la grande différence, il y en a une, la directive extra-financière, c'est l'obligation de dire. Et le devoir de vigilance, c'est l'obligation de faire. On est vraiment sur deux domaines qui peuvent être connexes en termes de liaison avec les droits humains, les droits environnementaux, la pollution, etc. Mais dans l'une, on a simplement vocation à dire voilà quels sont les risques, voilà ce que l'on fait, voilà notre plan de transition, etc.
dans le devoir de vigilance, il y a aussi l'obligation de ne pas porter atteinte, là directement, clairement, ou de réparer, accès à la justice, les questions de droits humains, les questions de pollution environnementale, etc. Donc on est à un degré différent en termes d'obligation. C'est pas exactement le même champ, ni le même scope, comme on dit. Mais bon, évidemment, il y a un lien, et moi j'essaye de faire en sorte, par volonté de simplification, que les déclarations, les obligations, les normes, les standards soient quasiment identiques pour les deux directives. Alors, selon vous, d'une part, quels sont les points forts et les avancées de cette proposition de la Commission? Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous pourrez souligner quels sont les éléments qui, à votre avis, pourraient être améliorés ou amendés lors des prochaines discussions au Parlement? Le point fort, c'est déjà que ça existe. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Il y avait quelques pays qui avaient des obligations sur le devoir de vigilance, qui marchaient d'ailleurs plus ou moins bien. La France avait été pionnière. Il y a des textes qui arrivaient maintenant en Allemagne, il y en avait aux Pays-Bas, mais plus sur la corruption. Donc on n'avait pas de texte européen. Donc évidemment, c'est une progression majeure. On passe de rien à quelque chose. Donc ça, c'est à soulever, à souligner, d'autant plus que c'est la France qui a été à l'origine de cette législation, qui l'a portée, qui a servi de référence sur l'ensemble d'Europe. Et moi, en tant que juriste, je vais dire continental, juriste de droit écrit, juriste de code, je suis toujours heureux de voir qu'on sert de modèle à une Europe qui est parfois, souvent, anglo-saxonne, qui parle trop avec l'accent de la common law. Donc c'est une excellente chose pour nous. On est content de voir que ce texte arrive. Les points forts, on les a évoqués tout à l'heure, c'est le fait de dire que les questions maintenant environnementales, humaines, sociales vont être prises en compte et vont être un critère important de l'entreprise et de son activité. C'est demandé aussi notamment par les jeunes qui sortent des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Ça a bougé. Ils demandent beaucoup plus d'engagement sur ces sujets-là. Donc après, ce qu'on peut améliorer, on peut améliorer l'étendue, le spectre. Là, pour le moment, on est à plus de 500 salariés. Je disais tout à l'heure que si on peut l'aligner, par exemple, sur les directives extra-financières et être sur 250 salariés, c'est bien. Sur les secteurs à haut risque, qu'on ait exactement les mêmes, sur la déclaration extra-financière, la CSRD, et sur le devoir de vigilance, si on peut améliorer l'accès à la justice, le fait de faire en sorte qu'on ait vraiment un accès direct par les populations autochtones, par exemple, qui subiraient des préjudices, qu'elles puissent directement saisir nos tribunaux, parce qu'on sait parfois la difficulté de pouvoir agir dans certains pays du Sud ou en Chine ou ailleurs, évidemment. Et donc, il faut qu'on puisse avoir accès à notre schéma judiciaire. Quand je parle d'une autre, je parle de l'Europe en général. Ensuite, on peut aussi améliorer les questions et on va essayer d'améliorer les questions de la chaîne de valeur, la question de la sous-traitance, parce qu'un certain nombre de lobbies essayaient de bloquer la responsabilité de la maison mère, par exemple, à sa filiale de rang 1. Et bien sûr que si vous faites ça, il suffit de faire une filiale de rang 1 à Singapour, où vous n'avez quasiment pas de possibilité d'agir, et puis vous pouvez faire ce que vous voulez dans toute l'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc ça n'est pas raisonnable. Donc le texte est meilleur que ça, mais voilà, on va avoir des débats là-dessus, sur la responsabilité aussi, les degrés de responsabilité, la responsabilité contractuelle, un peu comme en France sur la loi de la sous-traitance. Voilà, on a des vrais sujets qui sont des sujets à la fois juridiques et des sujets pratiques. Comment on fait en sorte que la situation humaine, la situation environnementale s'améliore dans un grand nombre de pays, là où nous, produisons et importons, et en fait, derrière, consommons. Comment voyez-vous le rôle des avocats et leur place dans l'application de ce futur cadre réglementaire? Alors, je le vois de manière extrêmement forte. Parce que justement le fait de passer de du financier pur à l'extra-financier va ouvrir un champ considérable aux avocats, tout simplement parce que la question contractuelle, je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur, de la chaîne de sous-traitance, la question contractuelle, la question de responsabilité, la question de poursuite judiciaire, ce sont des sujets absolument majeurs désormais. Et donc ça, c'est directement évidemment dans le champ et dans le domaine de l'avocat. Et j'espère vraiment
que les avocats français, bon, au-delà, puisque là on parle essentiellement aux avocats français, j'espère que les avocats français ne vont pas laisser passer ce marché, si je dois parler de manière triviale, ce marché, et le laisser encore et encore et encore à certains cabinets, soit d'expertise comptable, soit de spécialistes des questions extra-financières. Ça serait vraiment dommage. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait déjà des intervenants qui soient pointus sur ces sujets. Je dis que les avocats doivent se saisir de ces questions-là. Ils doivent pouvoir conseiller en amont les entreprises dans le cadre des rapports qui viendront, mais ils doivent également pouvoir, et pourquoi pas, certifier sous des définitions à mettre en place en France et ailleurs, mais pouvoir certifier ces activités extra-financières et en tout cas les accompagner. C'est donc vraiment une opportunité très forte pour les avocats qui s'ouvrent. Pour finir, un mot de conclusion, monsieur le député ? La conclusion, c'est que l'entreprise du 21e siècle est en train de se mettre en place, vraiment, qu'elle se fait au niveau européen. Moi, je me réjouis de voir que la législation est en train de s'harmoniser au niveau européen. Personne n'imagine en France une législation différente à Marseille ou à Lyon ou à Paris. Il faut qu'on arrive exactement à la même chose en Europe. Il faut que nos normes, les normes de l'Union européenne commencent à resplendir sur l'ensemble de la planète, parce que si on a nos propres normes, eh bien nous allons pouvoir en discuter avec les Américains, en discuter avec les Chinois. Donc on va faire bouger les lignes, et c'est une excellente nouvelle. Merci Pascal Durand. Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.